qui est à San Francisco aux États-Unis et qui a inspiré des milliers de personnes dans le monde. Alors comme Axel le rappelait, l'altruisme efficace commence à s'implanter aussi en France avec la création il y a 2 ans d'Altruisme efficace France. Donc, avant de vous présenter les idées de l'altruisme efficace un peu plus en détail, je vais d'abord essayer de vous donner une idée de la motivation première. Qu'est-ce qui donne son impulsion à ce mouvement-là? J'imagine que parmi vous, de nombreuses personnes sont concernées par certains de ces problèmes, ou par tous ces problèmes peut-être, auxquels est confronté le monde, que ce soit le réchauffement climatique et la pollution, les inégalités économiques, la pauvreté, à la fois en France mais aussi dans le reste du monde, les risques liés au nucléaire, les catastrophes naturelles, les conditions de vie des animaux, notamment dans les élevages industriels et dans les abattoirs, et autres problèmes potentiellement apocalyptiques. Quand on est confronté à ce genre de problème, on a véritablement une perspective altruiste, c'est-à-dire qu'on va chercher à aider les autres, c'est-à-dire indépendamment de notre propre intérêt ou indépendamment des intérêts de nos proches ou de notre famille. On cherche véritablement à aider d'autres personnes qu'on ne connaît pas forcément, avec lesquelles on n'a pas forcément un lien direct, mais qui nous semble quand même important d'aider. Alors comment on peut agir pour résoudre ces problèmes, pour travailler dans ces causes-là? Eh bien, il y a de multiples opportunités pour le faire, que ce soit signer des pétitions, faire du bénévolat ou militer de manière politique ou dans un syndicat, faire des manifestations, voter, et de manière générale participer à la prise de décisions politiques, donner de l'argent, ou bien si on a d'autres talents secrets qu'on peut aussi utiliser. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on agit comme ça? Alors sûrement, au moins en partie, il y a peut-être une simple considération égoïste, on a bonne conscience en agissant de manière altruiste. On se donne l'impression à soi-même qu'on fait notre part pour résoudre ces problèmes-là. Mais sûrement, il y a aussi une véritable considération altruiste. Notre objectif final, c'est sûrement d'aider les autres. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à améliorer notre propre vie, on cherche avant tout à améliorer la vie des gens qu'on va aider et des problèmes qu'on va résoudre. Et quand je dis ça, ça implique quelque chose d'assez important. C'est qu'on ne va pas chercher simplement à avoir un impact dans nos actions altruistes, on va chercher à avoir un grand impact, et même le plus grand impact possible. Pourquoi? Parce qu'on pense que les individus qu'on va aider, ou les individus qui sont touchés par les problèmes qu'on a vus précédemment, leur vie elle a de la valeur en soi. Et donc si on améliore la vie de centaines de personnes, c'est mieux que si on améliore la vie d'une seule personne. Alors ça a une conséquence intéressante, c'est que puisqu'on veut que nos actions altruistes aient le plus grand impact possible, on va devoir comparer l'impact de différentes actions qui sont disponibles, que l'on peut entreprendre. Pourquoi on veut comparer? Parce qu'on veut ensuite choisir la meilleure action, celle qui aura le plus grand impact. Et ça implique qu'il faut être capable de, si on se rend compte que l'action qu'on mène n'est peut-être pas la plus efficace, n'a pas le plus fort impact pour les ressources qu'on a mises dedans, il faut être capable de pouvoir changer l'action. Alors je vous donne un exemple. Imaginons qu'on soutienne financièrement une association qui vient en aide à des personnes en situation précaire en France. Si on se rend compte qu'il y a une autre association qui fait le même travail de lutte contre la pauvreté en Ouganda, mais pour la même somme d'argent, arrive à toucher 10 fois plus de personnes, alors on devrait tenter de réorienter nos dons vers cette seconde association. Alors quand on dit ça, on peut peut-être un peu rechigner, se dire « Ah, mais on fait des comparaisons peut-être un peu dégoûtantes entre la souffrance de différentes personnes. » En fait, il faut bien se rendre compte, c'est que nos ressources sont limitées. C'est-à-dire que si nos ressources étaient illimitées, alors il n'y aurait pas de problème. On pourrait à la fois aider les personnes en France, on pourrait aider les personnes en Ouganda, et on pourrait résoudre tous les problèmes que j'ai vus précédemment d'un seul coup. Mais nos ressources sont limitées. C'est-à-dire qu'il va falloir faire des choix, et ces choix, ils sont forcément difficiles. Mais on ne peut pas ne pas faire ces choix. On ne peut pas juste
dire ah bah non, je préfère aider telle ou telle personne, je préfère résoudre ce problème-là ou celui-ci, en refusant d'envisager les alternatives possibles. Ce choix-là, on fait tout le temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on décide d'aider telle ou telle personne, ou de travailler pour cette cause ou celle-ci, par là même, on décide aussi de ne pas agir pour d'autres causes. Donc l'idée, c'est que ou bien ces choix difficiles, on les fait de manière consciente et explicite, et de la manière la plus raisonnable possible, ou bien on les fait de manière implicite, en les rejetant sous le tapis. Et je pense que cette deuxième manière de procéder n'est pas vraiment satisfaisante. Donc ce qu'on va essayer de voir ici, c'est comment est-ce qu'on peut faire ces choix qui sont difficiles, qui sont forcément difficiles, et comment on peut les faire de la manière la plus informée possible. Donc j'ai en fait mentionné les deux aspects les plus importants de l'altruisme efficace, tout simplement d'un côté l'altruisme et de l'autre l'efficacité. L'altruisme, c'est-à-dire dédier une partie significative de nos ressources à aider les autres. Et de l'autre côté, l'efficacité, c'est-à-dire essayer d'avoir le plus grand impact positif dans nos actions altruistes. Et j'ai essayé de montrer que c'était quand même raisonnable de faire ça. Mais on peut quand même se poser la question, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça sert vraiment d'essayer d'avoir le plus grand impact positif? Peut-être que c'est perdu d'avance. Comment est-ce qu'on peut identifier les actions qui ont le plus grand impact positif dans un monde qui est aussi complexe que le nôtre? C'est-à-dire que très souvent, on ne sait pas du tout quelles sont les conséquences de nos actions. On agit un peu toujours dans le brouillard. Et c'est normal, parce que le monde est complexe, parce qu'au final, on en sait très peu. Donc on pourrait tenter de penser, bon, au final, ça ne vaut pas le coup même de réfléchir à l'efficacité de nos actions. Ce que je vais essayer de démontrer, c'est que ça vaut le coup d'y réfléchir. Et qu'on peut faire des progrès dans notre manière de réfléchir aux différentes actions altruistes possibles. Et pour cela, je vais vous demander d'imaginer que vous êtes peut-être un ministre de la Santé dans un pays en développement, et que ce qui vous intéresse, c'est d'augmenter la durée de scolarité des filles. Pourquoi? Parce qu'on sait que la durée de scolarité des filles va ensuite être corrélée avec plein de super résultats, l'éducation de leurs enfants, etc. Donc vous êtes face à un choix à faire, parce que vous avez un certain montant à dépenser pour ces actions pour favoriser la durée de scolarité des filles, et on vous propose plusieurs politiques publiques, donc plusieurs interventions. Donc, par exemple, on va vous proposer de faire des transferts monétaires aux familles conditionnels à la présence des filles à l'école. C'est-à-dire qu'on va donner de l'argent aux familles uniquement si leur fille est bien présente à l'école et assidue. D'autres interventions possibles, des bourses au mérite pour les filles, distribuer des uniformes scolaires gratuits, ou alors essayer d'informer les parents sur les bénéfices de l'éducation, sur le revenu futur de leurs enfants. Donc si vous voulez prendre une décision, vous allez devoir réfléchir à l'efficacité de ces interventions. Et laquelle de ces interventions, pour le montant d'argent qu'on va mettre dedans, va être la plus efficace, va avoir le plus gros impact. Le problème, c'est que si on n'a pas d'informations sur laquelle on peut se baser pour prendre nos décisions, eh ben, on est bien embêté, parce qu'on n'a aucune idée de laquelle de ces interventions va être la plus efficace. On peut essayer de réfléchir un peu aux mécanismes propres à chacune de ces interventions, mais c'est vraiment pas évident. On peut raisonner de manière a priori, mais on ne va pas aller très loin. Donc quelle intervention est la plus efficace? Eh bien, il y a à peu près 20-30 ans, il y a une nouvelle méthodologie qui a été employée en économie de développement et qui vise justement à répondre à ce genre de questions. Donc comment on fait? Ben, on fait exactement la même chose que ce qu'on pourrait faire si on voulait tester l'efficacité de médicaments, donc en médecine. On va essayer de tester ces interventions. Donc comment on fait? Eh bien, on va prendre un échantillon d'écoles et d'enfants, de filles scolarisées. Et ensuite, on va les distribuer aléatoirement dans plusieurs groupes, donc 5 groupes. Un groupe auquel on ne touche pas, donc on n'intervient pas dessus, et 4 autres groupes correspondant aux 4 interventions qu'on veut mener. Et sur chacun des groupes, on va mettre en place une intervention différente. Et ensuite, eh ben, on revient quelques années plus tard, 5 ou peut-être même 10 ans plus tard, et on regarde les résultats. Et ensuite, on peut comparer directement. Et qu'est-ce qu'on obtient dans ce cas-là quand on fait ça? Donc ici, on a ordonné le nombre d'années de scolarité gagnées par 100 $. C'est-à-dire que si vous mettez 100 $ dans cette intervention, combien d'années de scolarité vont être gagnées en tout? Et ici, on a donc les 3 premières interventions que j'ai mentionnées, les transferts conditionnels, les bourses au mérite et les uniformes gratuits. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien que l'impact est très différent. Donc
les transferts conditionnels pour les filles va avoir un impact de à peu près 0,1 année de scolarité gagnée pour 100 $. Les bourses au mérite, un peu plus de 0,2 années. Et les uniformes gratuits, un peu plus de 0,6. Donc on voit déjà qu'il y a des grosses différences. On est vraiment avancé dans notre réflexion. Parce que maintenant, on a des informations très concrètes sur lesquelles on peut se baser pour prendre une décision informée. Mais je n'ai pas encore mentionné la quatrième intervention. Et ce qu'on remarque, c'est que quand on compare les trois premières interventions avec la quatrième, et bien en fait la quatrième, elle est beaucoup, mais alors beaucoup plus efficace. Elle va avoir un impact énorme, puisque informer les parents sur les bénéfices de l'éducation, ça va, pour 100 $ mis dans cette intervention, on obtient 20 années de scolarité gagnée. Donc c'est beaucoup plus efficace que les autres. Et ça, ce qui est important, c'est qu'on ne pouvait pas le savoir avant. Donc là, dans notre décision, en tant que ministre de la Santé d'un pays en développement, elle peut véritablement être informée. Alors ça ne veut pas dire que ces résultats ils sont définitifs. D'ailleurs, ces résultats ont déjà quelques années. Entre-temps, il y a eu des nouvelles recherches qui ont été menées. Et donc ça a été actualisé en prenant en compte plus d'informations. Peut-être que ça a changé. Mais ce qui est important, c'est que maintenant on a une base empirique sur laquelle on peut se baser pour prendre une décision. Donc pour moi, il y a deux leçons à ça. D'abord, c'est que c'est possible de choisir les actions qui ont le plus grand impact en se basant sur les connaissances scientifiques. Donc on répond à notre question précédente. Et deuxièmement, et ça c'est aussi quelque chose qu'on ne pouvait pas savoir à l'avance, c'est que les différences d'impact entre actions peuvent être énormes. Alors j'ai ici mentionné un exemple de méthodologie qu'on peut utiliser pour comparer des interventions dans des pays en développement. Cette méthodologie, elle a donné lieu à des centaines et des centaines d'études différentes. Et donc il s'agit de toute une littérature de recherche que l'on peut mobiliser pour prendre des décisions. Mais bien sûr, il y a d'autres domaines de recherche qu'on peut aussi mobiliser pour prendre des décisions et pour choisir l'action la plus efficace. Par exemple, de nos jours, donc, beaucoup de personnes essayent de promouvoir des nouveaux mouvements sociaux. Par exemple, pour des mouvements animalistes, donc pour protéger les animaux. On peut se demander, mais quel est le meilleur moyen de réussir? Quel est le meilleur moyen pour ces mouvements d'acquérir une vraie voix sur de prendre la parole, on va dire, dans le débat public, d'influencer l'opinion publique et les décideurs politiques? C'est une question de stratégie. Et bien, pour cela, par exemple, on peut s'inspirer de ce qui s'est passé avant, de ce que les mouvements sociaux, d'autres mouvements sociaux, dans le passé, ont fait, et on peut voir si ça a marché, si ça n'a pas marché, quelles sont les similarités entre ces mouvements sociaux et les mouvements sociaux actuels, qu'est-ce qui diverge, donc peut-être qu'il va expliquer des résultats différents. Mais là aussi, ce qui est important, c'est qu'on peut vraiment informer nos décisions de stratégie, on peut les informer en utilisant des littératures de la recherche scientifique. Donc ici, c'est des résultats simplement historiques. De la même manière, plein de résultats et de recherches issues des sciences sociales peuvent être mobilisés aussi. Donc là, j'ai parlé des domaines de recherche qu'on peut mobiliser pour informer sa décision. En faisant ça, donc c'est plus le côté vers où me tourner pour trouver des informations pertinentes. Mais il faut aussi raisonner de manière la plus juste possible pour pouvoir comparer différentes actions et choisir l'action qui aura le plus haut impact. Et pour raisonner de cette manière-là, deux principes sont souvent utilisés dans le mouvement altruiste efficace. Et à chaque fois, ça reflète un point qui est très intéressant. Donc, le premier, c'est de raisonner en espérance mathématique. C'est-à-dire de prendre en compte l'incertitude sur l'impact d'une action. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il y a beaucoup d'actions qui ont une probabilité d'échouer. Par exemple, imaginez que vous organisez une manifestation pour essayer d'influencer le gouvernement, ou par exemple d'influencer le Parlement sur le vote d'une loi. Si vous voulez qu'une loi soit votée et c'est pas sûr du tout, du coup il y a une manifestation qui est faite pour montrer le soutien à cette loi. Bon, bah, ça a une chance non négligeable d'échouer. Ça se trouve, la loi ne va pas être passée. C'est-à-dire qu'on retrouve donc l'idée assez simple de tout à l'heure que c'est très difficile d'évaluer les conséquences de nos actions. Et que parfois, bah, si ça marche, alors on va avoir tel impact, et si ça ne marche pas, bah, là peut-être qu'on aura zéro impact. Donc comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut évaluer l'impact de ces actions qui sont très incertaines?
Et bien tout simplement, si par exemple on a 50% de chances que notre action ait un impact nul et 50% de chances que notre action ait un impact, disons, arbitraire de 10, et bien on va dire que l'impact de cette action c'est 5. C'est-à-dire qu'on prend l'espérance mathématique de son impact. Donc ça permet de gérer cette incertitude qui est omniprésente quand on va prendre des décisions. Un autre raisonnement, un autre type de raisonnement qui est intéressant, c'est ce qu'on peut appeler le raisonnement contrefactuel. Il s'agit de prendre en compte ce qui se passerait si je n'agissais pas. Donc je vais vous donner l'exemple. Imaginez que vous êtes vous avez 17 ans, vous êtes en train de choisir votre orientation professionnelle et vous voulez devenir chirurgien. Pourquoi? Parce qu'en devenant chirurgien, vous imaginez que vous pourrez sauver plein de vies. Et effectivement, vous imaginez qu'il y a plein d'opérations que vous ferez. Si ces opérations n'avaient pas lieu, la personne, le patient, mourrait. Donc vous sauvez des vies, en un sens. Mais ce que le raisonnement contrefactuel invite à faire, c'est aussi de considérer la situation contrefactuelle, c'est-à-dire si vous ne devenez pas chirurgien. Et bien, de manière assez intuitive, si vous ne devenez pas chirurgien, étant donné qu'il y a beaucoup d'autres gens qui veulent devenir chirurgien, il y aurait juste quelqu'un d'autre qui vous remplacerait. Donc, ça ne serait pas vous qui conduirait, qui ferait ces opérations, qui sauverait directement les vies, mais ce serait quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que la différence que vous faites là-dessus, elle n'est pas si énorme que ce à quoi on pourrait s'attendre au début. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important quand on raisonne sur les meilleures manières d'agir de manière altruiste. Donc on en arrive à cette conclusion intermédiaire. Nous avons beaucoup d'outils disponibles pour mieux réfléchir à comment aider les autres le mieux possible. Mais peut-être qu'à ce moment-là, vous vous demandez, mais donc effectivement on a plein d'outils, mais ça a l'air complexe. Et on a beaucoup d'actions possibles qu'on peut faire. On peut faire vraiment beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça voudrait dire d'évaluer chacune de ces actions différentes? Ça demanderait un travail énorme. Donc évaluer les actions altruistes, toutes les actions altruistes possibles, c'est trop complexe. Est-ce qu'il y a des moyens de se simplifier la tâche? Une sorte de méthode qui permettrait de plus rapidement d'identifier les actions qui seraient les plus efficaces. Et bien, je vais vous présenter un cadre d'analyse qui présente 3 critères, justement pour pouvoir identifier les actions qui potentiellement sont les plus prometteuses, c'est-à-dire c'est probable que ce soit ces actions qui aient le plus d'impact. Ce cadre d'analyse, il repose sur le fait de considérer qu'il y a tout un ensemble d'actions qui correspondent, on va dire, on peut catégoriser les ensembles d'actions en fonction du problème qu'elles contribuent à résoudre, tout simplement de la cause à laquelle ils appartiennent. Donc, par exemple, on peut imaginer comme différentes causes ou problèmes le réchauffement climatique, les conditions d'abattage des animaux, la pauvreté en France, etc. Donc ensuite, on aura tout un ensemble d'actions qui correspond à chacune de ces causes, et à chacun de ces problèmes. Donc, ce que nous propose de faire ce cadre d'analyse, c'est de comparer les causes entre elles et de voir laquelle de ces causes, lequel de ces problèmes est le plus prometteur. Il propose de faire ça avec 3 critères différents. Le premier critère, c'est l'ampleur du problème. C'est-à-dire combien d'individus sont affectés et à quel point leur bien-être en est dégradé. Alors ça, c'est assez explicite. Si vous voulez avoir le maximum d'impact, il vaut mieux agir dans un domaine où on peut avoir beaucoup d'impact, c'est-à-dire où le problème va toucher de nombreux individus de manière assez intense. Donc par exemple, on peut penser que le réchauffement climatique, dans la mesure où il concerne l'ensemble des habitants de la planète Terre, va avoir une ampleur énorme. Un autre exemple, ce serait une maladie qui toucherait des millions et des millions de personnes. En comparaison, une maladie qui touche seulement une centaine de personnes dans le monde aurait une ampleur beaucoup plus faible. Donc, en quelque sorte, toutes choses égales par ailleurs, si on n'a pas d'autres informations, il vaut mieux se diriger vers la maladie qui touche le plus de gens. Deuxième critère, c'est le potentiel d'amélioration. Est-ce qu'il est facile d'avancer dans la résolution de ce problème? Est-ce qu'il y a déjà des moyens qui ont été identifiés, qui nous permettent de faire des progrès? Est-ce que c'est facile, tout simplement? Donc là encore, si on reprend l'exemple des maladies, on peut imaginer que pour certaines de ces maladies, il y a déjà des vaccins qui existent, que dans ce cas-là, il s'agit juste de diffuser ces vaccins. En gros, de financer des campagnes de vaccination massives
et ensuite on pourra éradiquer la maladie. Ça serait un exemple de problème dont le potentiel d'amélioration est élevé. Par contre, si maintenant on a une maladie pour laquelle on a déjà essayé de faire des recherches pour trouver des remèdes, on n'a jamais rien trouvé, le potentiel d'amélioration semble plutôt bas. Et enfin, troisième critère, ce qu'on peut appeler le caractère négligé. Alors ce critère est peut-être un peu moins évident. Donc, quelle quantité de ressources financières, humaines ou autres est actuellement dédiée à la résolution du problème? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, l'intuition derrière, c'est que si on a un problème auquel on a déjà beaucoup de personnes, beaucoup de ressources qui travaillent dessus, qui sont affectées, ben, on peut imaginer que nous, notre contribution, elle ne va pas aider beaucoup. Elle va aider beaucoup moins que si on se focalise sur un problème sur lequel personne n'a encore rien fait. Par exemple, quand il s'agit par exemple d'essayer de découvrir un nouveau vaccin, on peut imaginer que s'il y a déjà 10 équipes de recherche qui travaillent intensément pour découvrir ce vaccin, la 11e équipe, elle ne va pas avoir une efficacité énorme. Par contre, si vous êtes la première équipe de recherche, là vous allez pouvoir faire vraiment des progrès. Et ça reflète aussi, donc, ce critère reflète aussi un point particulièrement important à prendre en compte. C'est que quand on agit toujours en prenant en quelque sorte pour acquis que d'autres personnes vont faire telle ou telle chose, etc. Donc, autrement dit, nous on agit toujours dans une situation donnée, dans un contexte qui est le contexte actuel, où de toute manière, quoi qu'on fasse, on sait bien que, par exemple, deux personnes ne donneront jamais rien du tout, parce que par exemple elles n'ont pas de préoccupation altruiste, ou que la France ou d'autres pays vont mener telle ou telle politique économique. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'il faut prendre en quelque sorte pour fixer. Et nous, on doit agir dans ce contexte-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas influencer plein de gens. Effectivement, on peut influencer nos proches, on peut aussi faire tout un travail d'influence auprès des gouvernements, etc. Mais il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre comme fixées. Et c'est pourquoi le critère de caractère négligé, c'est particulièrement important. Parce qu'on n'est pas en train de développer si un problème dans l'absolu est important. Par exemple, le réchauffement climatique, oui, dans l'absolu c'est important. On a vu son ampleur, c'est énorme. Mais par contre, le réchauffement climatique, il y a déjà beaucoup d'efforts, il y a déjà beaucoup de ressources qui y sont affectées. C'est-à-dire que ce problème n'est pas vraiment négligé. On peut en discuter, bien sûr. Mais intuitivement, on a quand même l'impression qu'on en entend beaucoup parler de ce problème-là. Et on va voir un peu plus tard d'autres problèmes que sûrement la plupart d'entre vous n'auront jamais entendu parler. Pourquoi? Parce que ce sont des problèmes qui sont véritablement négligés. Donc, je vais utiliser ces trois critères pour identifier les problèmes, identifier certains problèmes pour lesquels on peut penser qu'on aura le plus d'impact. C'est à ça que ça servait, ce cadre d'analyse. Dans le mouvement de la chose efficace, c'est une des grosses préoccupations, d'essayer de découvrir de nouvelles causes, de nouveaux problèmes sur lesquels on peut facilement faire des progrès, qui touchent beaucoup de personnes, qui sont négligées, et donc qui seraient les causes ou les problèmes prioritaires. Avant de passer à ces exemples, je voudrais revenir sur un point. On a parlé de l'ampleur. On a dit l'ampleur, c'est combien de personnes ça touche, combien d'individus ça touche, et à quel point les individus sont touchés par ce problème. À ce moment-là, on peut peut-être s'arrêter 5 minutes et réfléchir qu'est-ce que c'est qu'un individu. Qui sont ces personnes, ces individus qu'on voudrait aider? Alors, on peut prendre pour acquis que, au moins, de manière minimale, ce sont tous les êtres humains sur Terre qui existent actuellement. A priori, on ne peut pas faire de distinction en fonction de la nationalité ou d'autres critères qui ne nous semblent pas pertinents. Donc on a au moins ça. Mais ensuite, on peut réfléchir. On peut se dire, ah, dans 100 ans, on peut imaginer qu'il y a très peu de personnes d'entre nous qui existeront encore. Mais par contre, il y aura nos descendants. Il y aura les générations futures. Qu'est-ce qu'on fait de ces générations futures? Est-ce qu'on les considère comme des personnes qu'on peut aider? Ben, a priori, on serait plutôt tenté de penser que oui, ce sont aussi des individus qui vont avoir leur propre vie, qui peut être heureuse ou malheureuse, ce sont des personnes qu'on peut aider. Donc il faut prendre en compte ces générations futures. Ça, c'est assez important, parce que les générations futures, potentiellement, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup plus que d'humains qui existent actuellement. Ça veut dire que si on a des causes ou des problèmes qui touchent les générations futures, ça va d'emblée être des problèmes qui ont une ampleur énorme. Et par ailleurs, on peut se dire, bah, en plus des êtres humains, peut-être qu'il y a d'autres individus qu'on peut prendre en compte. Par exemple,
les animaux, ou au moins certains animaux, parmi les mammifères par exemple. On sait que ces animaux ont une expérience subjective, qu'ils peuvent souffrir. Donc de la même manière que les êtres humains, ils peuvent avoir des vies heureuses ou malheureuses. Donc ce sont aussi des individus qu'on pourrait aider, dont on pourrait améliorer la vie. Et enfin, donc, je vous invite à réfléchir s'il y a peut-être d'autres choses encore, d'autres individus qu'on peut encore aider. Après, c'est peut-être un peu moins évident. On pourra penser peut-être dans 100 ans, dans 200 ans, des robots, je ne sais quoi. Donc, cette parenthèse fermée, on peut revenir aux exemples de causes qui ont été étudiées par des organisations au sein du mouvement altruiste efficace et dont on a jugé qu'elles seraient sûrement prioritaires. Alors bien sûr, c'est toujours dans l'état actuel de nos connaissances. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer, dans 10 ans, on aura plein d'autres connaissances, de nouvelles recherches qui ont été menées, et cette liste se changera complètement. C'est tout à fait probable. Donc le premier, c'est pas très étonnant, la santé et la pauvreté dans les pays en développement. Alors j'ai déjà mentionné au début la comparaison qu'on pouvait faire, juste en passant, entre une association qui luttait contre la pauvreté en France et une autre association qui luttait contre la pauvreté en Ouganda. En fait, on a de bonnes raisons de penser que les associations qui se focalisent sur la pauvreté dans les pays en développement, elles vont avoir un impact beaucoup plus grand que les associations qui se focalisent sur la pauvreté dans les pays développés. Et c'est de manière presque automatique. Pourquoi? Parce que d'abord, les personnes pauvres dans les pays développés sont beaucoup plus riches que les personnes pauvres dans les pays en développement. Et par ailleurs, tout est moins cher dans les pays en développement. C'est-à-dire que si on veut payer des personnes, avoir des salariés qui vont faire un travail sur le terrain pour aider les personnes les plus pauvres dans un pays en développement, ça va coûter beaucoup moins cher que si on fait le même travail et si on salarie des personnes en France. Ça veut dire qu'en se focalisant sur les pays en développement, on peut vraiment décupler son impact. Par ailleurs, j'ai parlé de médicaments, et en fait on se rend compte qu'il y a pas mal de maladies qui sont encore très présentes dans beaucoup de pays en développement, et pourtant pour lesquelles il existe déjà des remèdes, qui sont juste pas assez diffusés. Donc j'avais déjà mentionné cet exemple quand je parlais du critère de potentiel d'amélioration. Si on arrive à mieux diffuser ces remèdes, par exemple à faire des campagnes de vaccination, on peut réussir très facilement à faire des progrès pour éradiquer telle ou telle maladie. Et là aussi, c'est souvent dans les pays en développement, parce que ce sont dans ces pays que les maladies n'ont pas été encore éradiquées. La deuxième cause que je voulais mentionner, c'est la souffrance des animaux en élevage industriel. Donc rappelez-vous de ce que j'ai dit sur les individus, la nature des individus qu'on pouvait aider. J'ai dit on a sûrement des raisons de penser que les animaux aussi auront une vie bonne ou moins bonne, et que ce sont aussi des individus qu'on peut aider. Et quand on voit l'état des conditions de vie des animaux à l'état actuel, on se rend compte qu'il y a des milliards et des milliards d'entre eux qui vont être élevés de manière industrielle, puis ensuite tués pour produire des produits d'origine animale, que ce soit des steaks ou du lait. Et très souvent, ces animaux vont avoir des conditions de vie et d'abattage très très mauvaises. Donc là, on a une cause qui a une ampleur énorme, parce que ça va toucher des milliards d'individus, sur lesquels le potentiel d'amélioration est plutôt bon, parce qu'on peut mener des campagnes pour améliorer leurs conditions, et qui semblent relativement négligés par rapport à beaucoup d'autres causes. Donc j'ai parlé des animaux d'élevage industriel. Un exemple d'animaux qui ne seraient pas une cause prioritaire, par exemple, ce serait les animaux utilisés dans les cirques. Donc là, quand bien même ces animaux auraient des conditions de vie très mauvaises, ça touche beaucoup moins d'animaux, ne serait-ce qu'en nombre. Donc l'ampleur de ce problème est beaucoup moins grande. C'est pour ça qu'on aurait plutôt tendance à se tourner vers la souffrance d'animaux en élevage industriel. Et enfin, j'ai parlé des générations futures, et je dis qu'il y aura sûrement des milliards et des milliards d'êtres humains qui vont exister dans le futur. Si on pense que ces êtres humains, en général, ils vont plutôt avoir une vie qui vaut la peine d'être vécue. Dans ce cas-là, si l'humanité disparaît dans le siècle qui vient, ça veut dire que ces milliards et ces milliards d'individus dans le futur ne vont pas exister. Et ne vont pas avoir une vie qui valait la peine d'être vécue.
Alors là, il y a plein de débats philosophiques derrière pour savoir quelles sont les bonnes intuitions sur comment prendre en compte ces générations futures. Mais intuitivement, on peut comprendre quand même qu'on veuille prolonger l'existence de l'humanité dans le futur et qu'on veuille faire advenir ces vies heureuses dans le futur de nos descendants. Ça veut dire que tout risque de catastrophe qui pèserait sur l'existence même de l'humanité, donc qui causerait potentiellement l'extinction de l'humanité, eh bien, il est à prendre très au sérieux. Parce que ces risques-là, ils pourraient, en quelque sorte, faire disparaître l'ensemble de ces générations futures. Alors, quel risque existentiel pèse sur l'humanité? Là, on peut penser au réchauffement climatique. Mais comme j'ai déjà dit, le réchauffement climatique, il est quand même loin d'être négligé. Par contre, les risques liés à des guerres nucléaires, c'est déjà un peu plus négligé. Même si, j'imagine que vous en avez entendu parler, donc c'est pas si négligé que ça. D'autres risques existentiels qui ont été identifiés, ce serait le risque de pandémie. Et ça, c'est un risque qui est très fortement lié au progrès technologique. Maintenant, on peut de plus en plus manipuler les virus, manipuler la biologie, et ça implique certains risques qui pèsent donc sur l'existence de l'humanité. Et enfin, et là il s'agit presque d'un scénario de science-fiction, on parle souvent d'intelligence artificielle, et on sait que dans les décennies qui vont venir, l'intelligence artificielle va sûrement beaucoup se développer, et va devenir de plus en plus intelligente. Il y a un risque assez faible, mais il y a un risque quand même d'avoir un scénario à la Terminator, ou une variante d'un scénario comme ça, où une intelligence artificielle qui serait très très intelligente, beaucoup plus intelligente que les êtres humains, décide de ou bien se débarrasser des êtres humains, ou bien de faire d'autres choses pour faire disparaître l'humanité. C'est un risque qui est très faible. Mais par contre, c'est un risque qui est très très négligé. Donc même si vous pensez que c'est complètement impossible, il y a peut-être que 1% de chance que ça arrive, et bien si c'est 1% de chance, et 1% de chance que l'humanité disparaisse entièrement, et qu'en plus personne ne travaille dessus, et bien là vous avez là une cause qui est vraiment prometteuse, sur laquelle, si vous décidez d'agir tout de suite, vous allez avoir sûrement beaucoup d'impact. Donc là j'ai parlé des causes, des problèmes qu'on peut essayer de prioriser. C'est-à-dire on peut dire, cette cause-là ou ce problème-là, il serait prioritaire. Quand je dis prioritaire, ça ne veut pas dire que cette cause ou ce problème est juste important dans l'absolu. C'est-à-dire que nous, là, tout de suite, si on se focalise sur ce problème ou sur cette cause, on peut avoir beaucoup d'impact. Donc je reviens à ce qu'on peut faire concrètement dans notre vie quotidienne. Pour répondre à cette question, il faut déjà avoir une bonne idée des problèmes et des actions qui nous semblent prioritaires. Ce que je vous ai dit précédemment, ça vise exactement à ça. Nous donner des outils pour penser ça. Mais par ailleurs, j'ai souvent parlé des ressources qu'on peut affecter. Donc j'ai parlé aussi d'argent, j'ai parlé aussi de temps. On peut aussi évoquer nos compétences, nos talents, notre réseau social, etc. Plein de ressources différentes. Donc ce qui est important quand on décide qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, c'est de déterminer quelles sont les ressources qui sont à notre disposition. Et qu'ensuite on peut utiliser pour des projets altruistes. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Et je vais d'abord vous parler de l'argent qu'on a. Parce que très souvent, on a tendance à sous-estimer à quel point il s'agit d'une ressource qui est importante. Donc là, je me suis inspiré de ce qu'on peut... Donc c'est un outil qu'on peut trouver sur le site Giving What We Can, qui est une organisation du mouvement Altruiste Efficace. Et sur cet outil-là, on peut découvrir à quel point on est riche par rapport au reste de l'humanité. Et donc il suffit tout simplement d'écrire le pays dans lequel vous vivez, votre revenu, le revenu de votre ménage annuel, d'accord, et le nombre d'individus dans votre ménage. Et donc là j'ai essayé avec la France 15 000 € par an, ce qui est assez proche, si je ne me trompe pas, du SMIC, et un ménage avec une seule personne. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve qu'on est dans les 8,8% les plus riches de la population mondiale. Et que notre revenu est 13 fois supérieur à la moyenne mondiale. Donc ça, c'est juste pour vous donner une idée de
à quel point notre argent, qui nous vient juste de notre position privilégiée parce qu'on habite en France, et que donc on a accès aux conditions de vie, aux opportunités qui sont présentes sur ce territoire, notre argent, c'est une ressource qui est très importante. Et c'est une ressource que beaucoup d'autres gens sur Terre n'ont pas. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec notre argent? Eh bien, comme j'ai déjà mentionné plusieurs fois, on peut l'utiliser pour faire des dons à des associations qui auront un gros impact. Alors comment déterminer quelles associations ont le plus fort impact? Dans le mouvement de l'attribution efficace, il y a deux organisations qui en particulier se focalisent là-dessus, sur essayer de déterminer, d'identifier quelles associations ont le plus fort impact en essayant de comparer les interventions qu'elles mettent en place. Donc, de la même manière qu'on avait mentionné les différentes interventions pour augmenter la scolarité, la durée de scolarité des filles, c'est ce genre d'interventions-là qui peuvent être comparées. Et on a deux organisations donc en particulier qui font ce type d'évaluation des associations. GiveWell qui s'occupe de la santé et de la pauvreté dans les pays en développement, et Animal Charity Evaluators qui s'occupe de tout ce qui concerne les animaux. Donc par exemple, GiveWell, actuellement, une des interventions qui pour eux a le plus fort impact, c'est la distribution de moustiquaires dans les pays en développement pour prévenir la malaria, le paludisme. Donc ça, par exemple, il y a Against Malaria Foundation qui fait ça, il y en a plusieurs autres. Un autre exemple, c'est la distribution de pilules contre les vers intestinaux, qui ont un impact très nuisible sur toute la vie des enfants, à la fois leur scolarité, mais aussi tout simplement leur bien-être, parce qu'ils sont malades, etc. Donc ça, c'est un autre type d'intervention qui est très efficace, qui est entrepris par plusieurs associations. Donc si on donne à ces associations, on va avoir un impact assez fort, assez grand de notre don. De l'autre côté, Animal Charity Evaluators a évalué plusieurs interventions différentes. Et le consensus actuel, c'est que se focaliser sur des campagnes institutionnelles, c'est-à-dire des campagnes qui visent par exemple des grandes entreprises et qui visent à leur faire améliorer les conditions de vie des animaux qu'ils vont utiliser, par exemple McDonald's, ça c'est une intervention, c'est un type de campagne qui va être particulièrement efficace. Donc si vous donnez à des organisations qui sont recommandées par Animal Charity Evaluators, vous allez sûrement avoir beaucoup d'impact pour aider les animaux. Donc ça, je vous ai parlé de votre argent. Une autre ressource qu'on a, c'est notre temps. Donc notre temps, c'est à la fois le temps qu'on peut passer dans des activités bénévoles, mais c'est aussi le temps qu'on passe au travail. Et nous passons une partie très importante de notre vie à travailler, c'est donc une bonne opportunité, a priori, pour aider les autres. Alors comment on peut faire? Eh bien, bien sûr, pour choisir un travail, une carrière, on a souvent des préférences, qui sont juste, ah ben moi j'aime bien faire ça ou j'aime bien faire ci. Mais c'est souvent aussi important de se poser la question de l'impact qu'on peut avoir dans cette carrière. Donc de choisir des carrières qui vont permettre peut-être d'avoir un impact direct, mais aussi peut-être des carrières qui nous permettent d'avoir un revenu élevé et qu'ensuite on peut donner pour avoir un impact énorme en donnant à des organisations efficaces. Dans tous les cas, il faut être particulièrement attentif, essayer de véritablement réfléchir à l'impact qu'on peut avoir quand on choisit une carrière, au moment qu'on a le choix. Et 80,000 Hours est une organisation du mouvement Attribution efficace qui s'occupe de ces recommandations de carrière et qui a un guide qui nous permet pas à pas, donc qui nous donne plusieurs étapes pour réfléchir à la carrière la plus efficace qu'on peut avoir. Et donc j'en finis là. Pour en savoir plus sur l'attribution efficace et pour potentiellement s'impliquer, alors là-bas, ça serait sûrement le livre en français qui a été traduit très récemment, L'attribution efficace de Peter Singer. Donc il est sorti il y a 1 ou 2 mois, que vous pouvez vous procurer normalement n'importe où en France. Vous pouvez aussi aller en ligne, sur internet, vous trouverez des informations sur l'attribution efficace sur le site d'Attribution efficace France. C'est une des principales ressources pour avoir des informations en français. Si vous êtes aussi à l'aise avec l'anglais, vous pouvez aller voir directement effectivealtruism.org. Il y a beaucoup plus d'informations en anglais. Là, il y a vraiment
beaucoup de ressources. Donc vous pouvez facilement passer des semaines et des semaines juste à lire les ressources, les débats sur la plus efficace. Et enfin, pour vous impliquer, vous pouvez aussi participer à votre groupe local, qui donc vient d'être créé, à Castle. Et voici sa page Facebook. Donc je finis avec... vous pouvez aller remplir, si vous avez Internet ici, remplir le questionnaire pour nous donner votre avis sur cet événement. Et je vous remercie beaucoup de votre attention.